Bonjour à tous, de retour sur notre plateau de Chalon TV pour une nouvelle émission qui sera cette fois-ci consacrée à un fléau de notre société. On parle beaucoup actuellement de cannabis, mais il y a un fléau qui est très lointain et qui tue beaucoup, c'est l'alcool. Donc nous recevons une jeune association, jeune chalonnaise, mais pas jeune dans sa diversité nationale, donc qui s'appelle Addiction Alcool Vie Libre. Alors, donc j'ai en face de moi 3 membres de cette association, alors qui appartient à un mouvement national qui a été fondé en 1953, mais cette association chalonnaise, elle a été fondée récemment, puisqu'elle a été fondée au mois de mars 2020, quelques jours avant le confinement. Alors peut-être que c'est un signe du destin, parce que confinement, ça veut dire en moins de liberté. Alors, on va faire un peu le tour de chacun. Jean-Marc, parce que vous êtes en face de moi, je vous en ai parlé en premier. Quel est en quelques mots votre parcours avant d'arriver à votre association? Bonjour, merci de nous accueillir. Mon parcours, je me suis alcoolisé d'abord pour le plaisir. Ensuite, j'ai consommé de plus en plus jusqu'à ce que ça devienne une contrainte et une souffrance. Alors, vous vous êtes alcoolisé, on peut dire que vous êtes tombé dans l'alcool quand vous étiez petit. Puisque vous étiez un enfant de paysan, et dès 4 ans, vous avez commencé à goûter à l'alcool, puis après c'est voilà. Dès qu'on met le pied dans les champs, on a droit à un petit peu de vin dans l'eau. Voilà. Donc ça commence par là. Et après, vous mettiez souvent les pieds dans les champs parce que... Voilà. Parce que ça alimentait. Ça alimentait. Voilà. Donc vous êtes arrêté... Votre parcours d'alcoolique a commencé très tôt et il s'est arrêté quand? En 2006, début 2006, quand ma famille... J'étais en région parisienne, ma famille voyait très bien que je souffrais énormément. Et m'ont fait rencontrer quelqu'un qui était malade, qui avait fait des soins, que je connaissais. Et là, j'ai compris que c'était une maladie et qu'il y avait possibilité de s'en sortir. Peut-être qu'on me l'avait dit avant, mais je ne l'avais jamais entendu. Là, c'est un ancien malade qui m'a fait ouvrir les yeux et qui m'a donné l'espoir. Car on souffre énormément. Et quand on retrouve une lueur d'espoir, on est heureux. Alors, est-ce que pendant tout ce temps, parce que de 4 ans jusqu'à 2006, ça fait quand même sûrement beaucoup d'années, c'est quoi la souffrance d'un alcoolique? Au départ, on prend du plaisir à consommer, parce qu'on n'est pas fou, hein, on prend du plaisir à consommer, on fait des fêtes, ceci, on rentre, oh mince, j'ai un peu trop consommé, mais c'est pas grave. Mais quand on arrive sur la fin, en particulier en ce qui me concerne les 2 dernières années, le plaisir était parti. C'était plus que de la souffrance, et tous les matins, la vie d'addict, comme toutes les addictions, tourne autour de la consommation. C'est-à-dire que c'est l'addiction qui commande le programme de la journée. Et vous étiez addict à quoi? Vous consommiez quoi? Uniquement de l'alcool en ce qui me concerne. L'alcool fort? L'alcool fort. On cherche la molécule alcool et comme dans toute performance, on essaie d'être performant très rapidement. Hein. On trouve ça dans les jeux, par exemple. Ouais. Avant, on avait un loto le samedi et c'était bon, on attendait le samedi. Maintenant, c'est du grattage, du tirage, c'est toute la journée, on est coincé par les jeux. Avec l'alcool, on retrouve exactement le même phénomène. Moi, j'ai commencé par du vin rouge à 11 degrés. Après, je consommais du whisky à 45 degrés le matin en me levant. On est dans un système de consommation et de performance de plus en plus rapide. Et il y a des conséquences médicales de cette consommation excessive d'alcool? Il y a des conséquences médicales, évidemment. On est déstabilisé, ça atteint l'extrémité des nerfs en premier, hein, donc la vue commence à souffrir, la stabilité au niveau des plantaires, la maladresse, tout ça, Et le rapport avec les gens devient aussi agressif, devient comment? En fonction des personnes, c'est propre parce que j'ai toujours été d'un tempérament calme, donc l'alcool m'endormait plus que me rendait agressif. Vous avez certaines personnes qui ont un tempérament agressif, ça accélère ce tempérament. Je pense que c'est propre à chaque individu. Hein. Donc en 2006, vous rencontrez ce malade et vous faites une cure dans un hôpital spécialisé. Dans un hôpital spécialisé. Je tiens à signaler que quand je suis arrivé, j'étais en manque, donc j'ai fait un délirium pour dire que l'alcool était une drogue forte, hein, que le manque d'alcool, c'est dangereux. On nous conduit au délirium sans médicaments. Donc l'alcool est une drogue forte.
je tiens à le dire fort et haut sur ce plateau. Et on rappellera que l'alcool tue 40 000 personnes par an. Tue médicalement, mais tue aussi parce qu'ils prennent le volant. Il y a 40 000 morts par ce produit qui est vendu, on le rappellera, de façon libre. Exactement. Même s'il y a des conditions pour les mineurs, on sait très bien que c'est une petite mascarade, puisque on voit bien les soirées des mineurs, ils s'alcoolisent, ont trouvé quelqu'un qui va acheter pour eux. Donc voilà, donc cette cure vous a sauvé. Ce qui m'a sauvé, c'est surtout que le directeur de cure ne m'a pas laissé quitter les lieux sans que j'ai une association qui vous prenne en charge. Qui me prenne en charge. Donc ça c'est important. Hein. Ça c'est important. Après la cure, il ne faut pas rester seul. Parce qu'on va voir avec Nicolas, hein, qui aussi qui a un passé d'alcoolique. Alors lui, il n'a pas fait une cure, il en a fait plusieurs. 7 à peu près. Hein. Oui, oui, en les comptant, oui. J'en suis arrivé à 7, oui. Alors, vous allez me demander pourquoi, comment. Oui, comment, pourquoi. Ça ne marchait pas ces cures. Ça fonctionnait, si effectivement j'étais sérieux le temps du sevrage. Hein, j'étais le bon élève. Hein, je ne consommais ni alcool, ni stupéfiants, puisque moi je consommais également du cannabis. Ouais, donc vous mélangez les deux. Donc association alcool, médicaments, cannabis, bon voilà. Ça fait pas, c'est pas très sympa pour le corps. Et oui, j'ai toujours été très sérieux. Le problème est que j'étais plus sérieux au moment de la sortie. Je n'avais plus mes repères. L'alcool est en vente libre. Il n'y avait plus de barrière. Et là, je m'autorisais au bout de... Une petite goutte comme ça, de temps en temps. Non, la reprise était directe. Hein, alors, au début, certes, un petit peu moins, puisque... lorsque vous faites un sevrage qui dure 1 mois ou 2 mois, bon, bah, l'effet alcool est bien plus rapide, bien sûr. Hein. Et puis, mon dernier sevrage que j'ai effectué à Sevray, où là donc je suis ici à côté de Chalon. Absolument, où je suis resté plus longtemps. Et puis, j'ai eu l'occasion, justement, par des groupes de parole, de connaître une association qui s'appelle Addiction Alcool Vie Libre. Voilà, donc c'est celle dont on va parler, celle auquel vous appartenez tous les 3. Absolument. Voilà. Et donc maintenant, vous êtes abstinent depuis combien de mois? Je suis abstinent depuis 48 mois. Et bon. Et quelques jours, bon. Et ça paraît pas beaucoup, mais c'est énorme. Oui. Oui. C'est énorme. C'est énorme. Je comptais les jours au départ. Oui. Et maintenant, non. Maintenant, ça y est. Non. Ça vous paraît ancré. Bon, oui. Puis vous êtes entouré maintenant. Oui. Alors, on va passer à Jacques, qui aussi est un ancien alcoolique. Buveur guéri maintenant. Buveur guéri. Abstinent depuis combien de temps, Jacques? 7 ans. 7 ans. Donc là, hein, on a passé encore... Un autre cap. Et donc, vous étiez alcoolique à quoi? Moi, c'était plutôt le vin blanc. Vin blanc. Voilà. Donc, vous en buviez beaucoup? Oui, enfin, je suis pas tellement costaud, mais enfin, oui, voilà. Oui, parce que faut dire, en fonction de la corpulence du corps, le nombre de verres fait un effet plus ou moins fort. Oui, hein? Oui. On peut dire ça comme ça. Oui. Bon. C'est pas le régulatoire. Enfin, c'est pas le régulatoire. Voilà. Non. Alors, donc, vous avez été en cure? En cure, oui. Une fois par obligation. Par la justice? Par la justice. Bon. Puis vous êtes sorti de cure et vous avez recommencé? Pas tout de suite, 1 an et demi après. Pas mal. Je me suis tenu à carreau, comme on dit, mais enfin, ça n'a pas duré. Et puis, suivant les fréquentations qu'on a. Et puis après, j'étais associé avec un collègue, il me dit n'importe comment, si tu continues à boire, tu vas plus sur le matériel sur la route. Parce que vous faisiez quoi comme métier? Agriculteur. Alors avec les gros engins, ils disent non, ça devient trop dangereux. Parce que c'était par période, et puis voilà. Alors du coup, j'ai dit de moi-même, j'étais retourné voir mon docteur, et puis j'étais allé à ce coup-là, j'étais à Hauteville. D'accord. Et là, vous avez fait une cure,
Et après cette cure, vous avez... C'était bénéfique. Bénéfique. Et vous avez retrouvé aussi ce groupe... Et après, j'ai trouvé Jean-Marc. Voilà, Jean-Marc, ce groupe de parole, hein, parce que bon... pour les gens qui sont addicts, mais aussi pour les gens qui ont subi un traumatisme, une mort dans leur famille, etc., les groupes de parole sont des moments... c'est pas la baguette magique, mais c'est le moment important. Alors, on va parler maintenant de votre association. Donc, vous allez me dire, c'est que des alcooliques. Eh bien, non. Parce que ce qui vous distingue, il y a deux autres associations qui s'occupent d'alcooliques. Il y a... comment ça s'appelle? Alcooliques Anonymes, oui. Hein, et la deuxième? C'est Alcool Assistant. Alcool Assistant, voilà, ce sont eux, ils s'occupent des alcooliques. Vous vous occupez des alcooliques, hein. Donc vous êtes combien dans votre association? Qui est jeune, hein, on rappelle. Oui. Hein. Nous sommes 45 adhérents, en sachant que pour être adhérent, il faut avoir arrêté de consommer ou ne plus, ou on peut être sympathisant si on n'a pas de problème d'addiction. D'accord. Et on suit environ 50 malades. Ouais. Hein, voilà. De malades de toute addiction. Alors, on en parlera après. Hein. Donc, jeune association, 50 adhérents, vous suivez 50 personnes en souffrance que vous appelez des malades. Alors, donc, et la souffrance, ce n'est pas que l'alcool. Alors, expliquez-nous un peu comment ça fonctionne, Jean-Marc. Quand on reçoit un malade, donc le malade soit nous connaît par les médias, par les journaux, mais principalement par les centres de soins. Hein. C'est pour la région, pour le Chalonnais, c'est principalement le centre de Sevré, le Cairn, encore à l'instant, un malade du Cairn, nous appelle. On a en face de nous quelqu'un qui souffre. Hein. Donc, qu'il faut écouter, c'est quelqu'un qui doit exprimer sa souffrance. Quel que soit le produit, quelle que soit sa consommation, il a un mode de vie qui est perturbé par l'addiction et il n'arrive pas à s'en libérer. Quand il a un bras cassé, tout le monde vient lui dire « qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Quand on est addict, tout le monde voit que tu as consommé, mais personne ne voit les moments de souffrance qui sont en nous. Et comment on se bat tous les jours pour arrêter. Tous les jours, on va dire « allez, demain j'arrête, demain je fais ceci, demain je fais cela ». Mais demain, c'est pareil. Les gens ont la volonté d'arrêter, mais n'ont pas la solution. Alors, quand vous dites, Jean-Marc, que bon, quand on a un bras cassé, ça se voit, mais on ne voit pas toujours que les gens sont addicts. Il y a des gens qui sont addicts et quand on les voit, on ne sait pas. Hein, on apprend que ce monsieur, qu'on connaît bien, il est addict à l'alcool depuis fort longtemps, mais ça ne se voit pas. Sauf quand il a un accident médical. Donc les gens vous appellent et vous les rencontrez physiquement. C'est-à-dire on les rencontre physiquement. En général, on se déplace à deux. Oui. C'est-à-dire que vous allez chez la personne ou elle va chez vous? C'est le choix, mais on préfère aller chez la personne. Ça nous permet aussi d'évaluer un petit peu le contexte, parce que l'environnement est très important. Hein. L'environnement, il est très important quand on est malade, quand on se soigne, tout au long du parcours, l'environnement est important. Donc il faut le prendre en compte, même si on axe notre intervention au plus près du malade, et on demande au malade aussi de s'intéresser principalement à lui, hein, de se soigner lui, de ne pas tenir compte de son environnement proche. Ce n'est pas... il faut déjà être bien pour pouvoir s'intéresser aux autres. Alors, donc, vous l'écoutez, il raconte sa souffrance, qu'elle soit alcoolique ou, je rappelle, non alcoolique, hein, cette souffrance addictive. Donc, et après, qu'est-ce qui se passe? Et après, il y a un climat de confiance qui se crée. Et on regarde ensemble quels sont les soins les mieux adaptés pour lui. Ça peut être la cure, ça peut être seulement des visites chez un addictologue. Il faut respecter le choix du malade, mais l'essentiel, c'est de l'écouter, de le comprendre et de lui permettre de choisir. Parce que lui, il n'a plus le choix quand il est addict. Donc, il faut lui redonner la possibilité de choisir. Il y a de la valeur de chez tout individu. Tout individu a des valeurs, il faut seulement les retrouver, ces valeurs. Donc, le contact s'établit, il vous fait confiance, et après? Et après, bien, on entretient ce dialogue. Chaque semaine, il y a la possibilité de venir aux réunions. Vous faites des réunions collectives de tous les membres de l'association, plus des malades? Ou ça se passe comment? On fait des réunions qui sont ouvertes à tout le monde. Ouais. On était à une réunion le jeudi sur Chalon
on s'aperçoit que l'on monte à 15-20 participants malades et aidants. Aidants. Hein? Ouais, donc vous appelez-vous aidants. Aidants, hein, voilà. Il y a les aidants et les malades. Donc il y a des réunions toutes les semaines. Voilà. Ça, aidants, malades. Voilà. En sachant qu'on est plus de la moitié de malades. Hein. Contrairement à certaines associations, on est plus de la moitié de malades. On est moins d'aidants que de malades. Si on fait le bilan par réunion, on est moins d'aidants que de malades. Et donc là, vu qu'on passait la quinzaine, on approchait à 20, la parole n'était plus possible. On passe à 2 réunions par semaine pour permettre justement aux malades de s'exprimer. Alors ces réunions ont lieu quand, quel jour, à quelle heure et où? C'est mardi et jeudi, tous les mardis, tous les jeudis, à 19h à l'espace Jean Zay, salle 306 pour cette année. On a une, voilà. Donc pendant cette, ça dure une heure et demie, 2 heures. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que les malades, ils parlent, ils disent j'ai été tenté de boire, j'ai bu, ou j'ai été tenté de regarder, de prendre ma console, puis de jouer tout le temps, parce que bon, hein, on rappelle que votre spécificité depuis 2012, hein, c'est de vous occuper de toutes les addictions, même si, comme vous êtes des débutants, pour l'instant, vous avez beaucoup de malades alcooliques, sauf un, dont on parlera après. Mais votre but, c'est de vous étendre à toutes sortes d'addictions. On a alcoolique, on a quand même pas mal cocaïne, vous avez aussi des... D'accord. Je pense que, oui, il y en a bien, peut-être plus de la moitié héroïne, cocaïne. Ah, d'accord. Donc, vous avez un public qui est mixte. Donc, addiction à l'alcool, addiction aux drogues dures, hein, qu'on va appeler dures. Bon, après, peut-être que vous n'êtes pas d'accord sur le mot dur. Non, vous n'êtes pas d'accord. Bon, voilà. Nous ferons, à Chalon TV, nous ferons un grand débat sur, justement, les drogues qu'on appelle douces, mot que vous ne voulez pas prononcer, qui est le cannabis, et on fera surtout un débat sur la légalisation du cannabis et aussi sur le marché parallèle, hein, puisqu'il y a un marché parallèle qui amène beaucoup d'argent et beaucoup d'autres trafics. Donc, vous avez des alcooliques, des drogués aux substances naturelles comme le cannabis ou chimiques, hein, et vous avez... on a aussi un addict aux vidéos porno, hein. On a une addict au sexe et médicaments. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, bon, les médicaments, elle a une ordonnance, par exemple. Dès qu'elle a son ordonnance, elle va consommer ses médicaments tout de suite. Elle ne va pas attendre. Elle ne va pas suivre la posologie. Elle ne suit pas du tout la posologie, elle prend ses médicaments. Et c'est très difficile parce que les médicaments sont prescrits par le médecin. Oui. Donc, normalement, c'est une confiance qu'il doit avoir. Ah oui. Mais sauf que la posologie, il faut la respecter aussi. Oui. Hein. Et le médecin, c'est pas ça, bien sûr. Le médecin, voilà. Lui, il croit qu'elle suit le parcours normal. Et puis après, bon, on tombe dans le trafic de médicaments, on tombe, ça existe aussi. Oui, parce que le lendemain, elle est en manque de médicaments, donc elle essaye de trouver des médicaments. Voilà. Oui, parce que bon, l'alcool, c'est le seul qui soit en vente libre. Hein. Bon, les médicaments, surtout ces médicaments, souvent ils sont sous ordonnance. Bon, le cannabis et la cocaïne, c'est en vente illicite. Bon, hein, donc c'est vrai que si c'est des médicaments très précis, il faut bien trouver une filière pour en trouver, hein, pour en acheter illégalement, puisque elle peut aller voir son médecin en disant bah, écoutez, je me suis trompé, j'ai tout pris, donnez-moi. Bon. Et d'autres, alors là, vous avez donc quelqu'un qui est donc accro, addict aux vidéos porno, ça veut dire quoi? Il passe son temps à faire ça. Il regarde des vidéos porno et dès qu'il a un moment, et s'il a pas son quota de vidéos porno, bien, il est pas heureux. Et ça se traduit comment chez lui? Ben, ça se traduit par un mal-être surtout. C'est un mal-être parce que il les culpabilise. Il ne se comprend pas, il n'explique pas pourquoi il a ce besoin. Il sait que ce n'est pas normal, mais il culpabilise parce qu'il ne peut pas s'en passer. Et donc, ça ne fait pas très longtemps qu'il est chez nous, on travaille encore avec lui. Il m'a dit, j'étais surpris d'être écouté, donc aucun, parce qu'on lui donne les numéros, on lui dit, voilà, tu vas à tel numéro. Ce qui est important, peut-être encore plus que l'alcool, c'est de le déclarer. C'est de le dire. C'est de le dire. Parce que l'alcool, bon, on est addict, on n'est pas fier. Mais malgré tout, on sait qu'on n'est pas tout seul. Des millions, on peut dire peut-être. On peut aller. Bon, dire qu'on est addict aux vidéos porno, c'est vrai que c'est quelque chose de pas forcément facile à dire. La personne, pour dire, elle m'a parlé d'addiction aux jeux, aux écrans, tout ça.
Et bon, nous, ça me posait aucun problème de lui répondre, cette addiction-là. Et de fil à mesure, elle est venue à la télé et elle me dit, au bout d'un moment, elle me dit, mais la personne, c'est moi. Et là, j'ai vu que les larmes venaient. J'ai dit, bon, s'assoit, on pousse tout. On met tout, on discute, vas-y, exprime-toi. Et on va trouver une solution. Donc, dans ces réunions, les malades parlent de leur souffrance, de leur progrès, dire moi j'ai pas bu depuis, voilà, j'ai bu un tout petit peu, voilà. Vous les écoutez, vous les aidez. Et après la réunion, qu'est-ce qui se passe? Après la réunion, déjà, on dit pas trop, on n'a pas bu, on dit on est plus heureux, on s'exprime plus, on a retrouvé des capacités, on n'est pas dans la sanction, on est dans la liberté retrouvée. On n'est pas dans l'arrêt de la consommation, on est dans la reconstruction. On est toujours dans cet esprit-là de reconstruire la personne. Parce qu'elle se sent déjà dévalorisée, donc il faut lui redonner confiance, l'encourager à se reconstruire. Elle le sait très bien ce qu'elle a consommé. Mais c'est lui faire toucher du doigt le bonheur qu'elle retrouve tous les jours. C'est surtout ça. Parce qu'on n'est pas abstinent pour être abstinent, on est abstinent pour être heureux. Oui, le but de l'association, c'est pas mettre des interdits, non, parce que bon, je pense que vous en foutez, qui regardent les vidéos porno, c'est pas votre problème. L'idée, c'est que les gens soient libres et surtout heureux. Voilà, libres et heureux. Abstinence heureuse, quoi. Une abstinence heureuse ou un regard de vidéo porno heureux, ou autre chose heureux. Sachant qu'il y a quand même des addictions qui sont aussi médicalement dangereuses. L'alcool, la cocaïne, bon, regardez des films porno, le côté médical est peut-être un petit peu moindre, mais c'est plutôt le côté familial, etc. Et donc après que les gens soient partis, vous avez un suivi? On a des contacts téléphoniques. Oui. Ça peut être des contacts téléphoniques, ça peut être des journées thérapeutiques. Oui. Réfléchies, organisées. Avec des spécialistes? Avec des gens qui sont spécialisés dans le problème? Notre association, comme on vous le disait, est jeune. Oui. Donc, on a eu la complexité avec le Covid. Avec le Covid, donc avec bien sûr on était limité en nombre de participants. Donc on a organisé on l'a fait cet été, on a organisé deux journées. Un repas champêtre. Avec les malades qui voulaient venir pour que tout le monde se connaisse. Est-ce que vous avez en charge un nombre de malades ou pas? Non. Est-ce que vous avez vos malades à vous? Mais disons que... Non. Chaque jour est différent. D'accord. Alors, si on sait très bien... excusez-moi. On sait très bien qui on doit appeler. Oui, il y a peut-être plus d'affinité avec l'affinité, voilà. Les gens avec qui on a envie de parler, avec vous ou pas avec vous. Oui, mais au-delà des affinités, de toute manière, il faut aider tout le monde. Oui, bien sûr. Donc, lorsqu'on sent une personne qui est un petit peu plus isolée ou une nouvelle personne, on essaye de voir quelle personne correspondrait le mieux pour essayer de... C'est très dur d'aborder une personne dans les premiers temps. C'est des personnes qui restent assez... pas tout le temps, mais comment dirais-je... qui sont très réservées, qui ont beaucoup de mal à parler de leurs problèmes, de leur dépendance. Donc c'est téléphoner, éventuellement aller les voir si vous sentez, ou si elle vous dit venez boire un coup. On peut boire un coup. Voilà, parce que bon, je pense que c'est pas parce que vous rentrez dans l'association, ça y est que c'est sûrement très progressif. On sait très bien parce que vous faites cette cure, que vous avez eu des moments où vous étiez abstinent, puis vous êtes retombé, donc c'est pas facile. Donc, pour finir notre émission, dans votre groupe, là, on voit, vous êtes 3 hommes. Est-ce que c'est une association d'hommes? Il n'y a pas que d'hommes. Non, on a des femmes. Paradoxalement, elles sont beaucoup plus à Louan que sur Châlons, mais on a beaucoup. Alors, vous couvrez quel territoire? On couvre Châlons, le gros noyau Châlons, Louan, et le Creusot. Mais le Creusot, on va 2 fois par mois, on a du mal un peu à s'installer. D'accord. Il faut savoir aussi qu'on oublie peut-être qu'il y a l'entourage aussi qu'il faut prendre. Et l'entourage a le droit de participer aux manifestations et aux réunions. Oui, parce que souvent
les gens ne sont pas seuls, ils sont mariés, ou ils ont des enfants parfois. Et comment on se comporte vis-à-vis d'un malade qui rentre de soins? Est-ce qu'on garde de l'alcool à la maison? Est-ce que quand on a des invités, tout ça, c'est important d'en parler. Et l'entourage est bien content de nous dire qu'est-ce que je dois faire de mon malade. Parce que le malade n'est souvent pas tout seul. Quand il est tout seul, c'est peut-être encore plus grave parce qu'il n'a personne à qui se confier. Donc, Louan, Châlons, donc vous avez des femmes dans votre association et dans vos malades. Dans les malades aussi. Dans les malades aussi. L'alcool n'est pas que réservé aux hommes. Non. Si je vous disais qu'aujourd'hui, dans les 6 malades qui sont hospitalisés à Sevré et que l'on suit, 6 femmes. D'accord. On en a 4 dans le même bâtiment. Je sors de Sevré ce matin. On suit 6 malades de Sevré. Vous allez les voir. Il y a un homme qui vient d'entrer. Quand même, il est pauvre. Bon, il va rétablir un peu l'équilibre. On a 6 femmes qui sont addictes à Sevré, qui sont suivies par notre association. Donc vous allez voir sur notre déroulé de cette émission, vous verrez les coordonnées de cette jeune association à Châlons, mais qui a un passé et qui va, et vous m'aviez dit, vous allez dans les prisons, vous êtes la seule association qui va, parce que dans les prisons, il y a des alcooliques, la preuve, Jacques a été alcoolique en prison, donc il faut aussi les aider parce que le besoin d'alcool, il est là, donc vous êtes la seule association qui va avoir des alcooliques emprisonnés. Donc, et qui aujourd'hui ont du gel hydroalcoolique à consommer. Ah oui, c'est bon. C'est un problème. C'est efficace, ça marche. Là, on va commencer, donc on ne peut pas regarder. On a fait la formation. Ils prennent du gel alcoolique. Eh oui. Bah oui, parce que normalement ils devraient être soignés la prison, mais bon, la prison c'est aussi ça pourrait être le thème d'une autre émission. Oui. Donc voilà, jeune association, toutes les addictions, l'alcool, les drogues naturelles ou chimiques, puis bon, les jeux vidéo pour les jeunes, les smartphones. C'est le comportement addictif. Voilà, tout ce qui est, si je fais pas, j'ai envie de faire. Il faut que je fasse. Moi, je suis mal. C'est ça une addiction en fait. C'est ce que je veux dire, moi, maintenant, on est fiers d'aider les autres qui arrivent. Voilà. Oui, je pense que je pense que c'est important. Je pense aussi que ce type d'association, parce que vous n'êtes pas les seuls par rapport à l'alcool, mais par rapport à d'autres, c'est que les malades ou les gens qui viennent, ils savent que vous avez eu le même parcours, que vous avez eu les mêmes souffrances, et quand ils disent un mot, vous les comprenez, ou un regard, vous les comprenez. Je pense que c'est important de dire, ces gens-là, ils ont eu les mêmes problèmes que moi, donc ils ne vont pas me juger et ils s'en sont sortis. Donc je peux m'en sortir. Quand on me dit quelle formation tu as eue pour faire ça, j'étais malade. Voilà. Bon, après, bien sûr, vous avez d'autres formations dans le cadre de votre association. Vous ne vous lancez pas comme ça à aller voir des alcooliques et on discute. Non, c'est un travail difficile d'approche, de confiance. Et bien sûr, ça s'apprend aussi. C'est un travail de psychologie et aussi. Donc voilà, vous trouverez, n'hésitez pas, si vous êtes addict, vous avez 3 représentants de notre association Addiction Alcool, parce qu'ils ont commencé par ça, et Vie Libre, le mot vie est important, et libre. Oui, voilà, libre maintenant. Et on pourrait ajouter vie libre, heureuse. Voilà. Messieurs, Nicolas, Jean-Marc et Jacques, merci. Merci et je vous souhaite. Merci à vous. Donc si vous avez de vos malades qui ont envie de témoigner de leur parcours, parce que c'est important de comprendre comment on arrive là. On dit, moi, non, jamais je serai alcoolique, mais ça, on passe vite de côté de la barrière, comme pour les SDF. Moi, je ne serai jamais SDF. La vie, parfois, vous faites passer de SDF. Donc, s'il y a de vos adhérents, vos malades qui veulent témoigner, bien sûr, on garantit l'anonymat, tout ça, pour que leur vie, parce que le monde est quand même cruel et de plus en plus cruel et de plus en plus en jugement. Il suffit de regarder les commentaires sur Facebook, c'est édifiant, la méchanceté de ce monde. On est prêt à venir à qui viennent ici et à écouter leur histoire avec bienveillance, parce que nous sommes une télévision humaniste. Voilà. Et ce qui est important pour nous, c'est que l'homme au sens homme et femme bien sûr, soit heureux dans sa vie et dans son pays et dans notre planète Terre qui est en pleine décomposition. Merci à vous. Donc, prochaine émission, peut-être, vous verrez bien. Oui. Ça dépend. Merci à vous.